Professeur, s'il vous plaît, parlez-nous de la crise cardiaque. La crise cardiaque, on peut dire que c'est la première urgence cardiologique. Cette crise cardiaque survient quand il y a un blocage du sang au niveau d'une des artères du cœur. Si ce blocage persiste, il entraîne une destruction des cellules du cœur. On parle de nécrose myocardique, si on veut parler en termes techniques. On parle d'infarctus du myocarde. Et si on veut utiliser le terme récent, on parle de syndrome coronarien aigu. Donc c'est une urgence cardiologique. Et quand on fait l'enseignement à la faculté, on dit le temps c'est du muscle. C'est-à-dire toute minute perdue, c'est du muscle cardiaque qui est perdu. D'accord. Quelles sont les causes de cette maladie? Cette maladie, elle a des causes multifactorielles. Des personnes qui font des facteurs qui peuvent favoriser la survenue d'une crise cardiaque, c'est d'abord l'hypertension artérielle. Ensuite, le diabète, l'excès de cholestérol, l'excès de poids, le tabagisme actif et puis la consommation excessive d'alcool. Donc, ce sont ces facteurs. Ces facteurs favorisent le développement de ce qu'on appelle l'athérosclérose, c'est-à-dire qu'il y a un dépôt de graisse au niveau des artères du cœur et entraînant le rétrécissement. Et parfois, donc, il y a un caillot sanguin qui se forme, qui se détache et qui obstrue l'artère. Donc, ce sont des facteurs favorisants. À l'origine, il n'est pas dit que toute personne qui est hypertendue va faire une crise cardiaque, mais ce sont des facteurs qui favorisent la survenue d'une crise cardiaque. D'accord. Quels sont les symptômes quand on reconnaît une personne, quelqu'un qui va faire une crise cardiaque? La crise cardiaque, c'est d'abord la douleur au niveau de la poitrine. Celui qui fait une crise cardiaque, il a mal à la poitrine. C'est une douleur qui est intense, qui est prolongée, qui irradie au niveau de la mâchoire, au niveau des membres, au niveau du ventre. Ça, c'est la forme la plus classique. C'est une douleur qui résiste même à la morphine. Vous savez que la morphine, c'est l'antalgique le plus puissant. Donc ça ne marche pas avec la morphine. Ça, c'est la forme classique. Mais il y a parfois des formes qui sont trompeuses. Des gens qui viennent, ils ont mal plutôt à l'estomac. Et souvent, c'est des gens où le diagnostic est fait tardivement et au stade de complication. Chez certaines personnes, notamment les diabétiques, les femmes ou les sujets âgés, la douleur elle est moins intense, donc on ne pense pas en premier lieu à la crise cardiaque. De sorte que devant toute douleur, surtout si elle survient chez quelqu'un qui est hypertendu, qui est diabétique, qui a un excès de poids, un excès de cholestérol, il faut rapidement conduire cette personne au niveau de l'hôpital, parce que souvent on dit c'est la gastrite et le malade arrive trop tard, donc il faut l'amener à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, il va se faire examiner et on va surtout faire ce qu'on appelle un électrocardiogramme qui arrête l'activité électrique du cœur et qui permet de poser le diagnostic, de situer à peu près l'artère qui est bouchée et éventuellement de retrouver des complications si elles sont déjà installées. C'est un examen simple qui permet de le faire. D'accord. Quelle est la différence entre la crise cardiaque et l'arrêt cardiaque? Quand on parle de crise cardiaque, c'est l'obstruction des vaisseaux. Donc il y a un vaisseau qui est obstrué de sorte que le sang n'arrive pas suffisamment au cœur. Ce qui entraîne, comme j'ai dit, la destruction des cellules du cœur. Maintenant, quand on parle, et la complication, si la personne n'est pas prise en charge rapidement, il se produit ce qu'on appelle un arrêt cardiaque. Et en fait, le terme qui est le plus approprié, on parle d'arrêt cardio-respiratoire. Parce qu'en fait, là, le cœur ne bat plus, il tremble. Parce que la cadence est très très rapide, de sorte qu'il n'y a pas de sang qui arrive au niveau du cœur, au niveau du cerveau, au niveau de tous les organes vitaux. Donc c'est un arrêt de la circulation sanguine au niveau de tous les organes vitaux. Cette personne, vous la trouvez, elle est inerte, elle est inconsciente, elle ne respire plus. Vous regardez, vous trouvez qu'il n'y a pas de pulsation au niveau des artères, il n'y a pas de respiration.
c'est une extrême urgence. Il faut rapidement, si vous êtes devant cette personne-là, il faut essayer de faire, si on est ailleurs, c'est d'appeler rapidement les secours, en attendant faire ce qu'on appelle le massage cardiaque externe, et avant l'arrivée des secours. Ça, la différence. Donc, pour faire simple, quand on parle de crise cardiaque, c'est un problème de vaisseau bouché. Et la conséquence de ces vaisseaux bouchés, c'est l'arrêt cardiaque. L'arrêt, c'est l'arrêt de la circulation, de la respiration. Mais tous les arrêts cardiaques ne sont pas dus à des problèmes cardiaques. Quand il y a une noyade, quand il y a une électrocution, quand il y a une intoxication à certains médicaments, quand il y a une hypothermie grave, quand il y a une hémorragie importante, peuvent aboutir à un arrêt cardiaque. Donc, crise cardiaque peut déboucher, c'est la principale cause d'arrêt cardiaque, mais il y a des arrêts cardiaques qui sont d'origine extracardiaque. D'accord. Existe-t-il un moyen de traitement de cette maladie? Oui, bien sûr. Donc, quand une personne fait une crise cardiaque, il faut rapidement l'amener à l'hôpital, comme j'ai dit, faire un électrocardiogramme, faire d'autres examens. Une fois le diagnostic posé, il faut l'hospitaliser. Il y a deux possibilités. On peut détruire, entre guillemets, le caillot par des médicaments. Donc ça, c'est la voie médicamenteuse. Donc on donne ces médicaments-là. Il y en a qu'on donne rapidement si la personne arrive dans les 6 premières heures. Ça permet de lever l'obstacle. Et ensuite, il y a une suite du traitement. Et de plus en plus, ces personnes, quand elles arrivent à l'hôpital, on fait ce qu'on appelle une coronarographie. C'est la radio des artères du cœur. Si on fait cette radio, ça permet de situer le niveau de la lésion. Et on peut déboucher l'artère. Ça s'appelle une angioplastie coronaire. C'était une technique qui n'était pas possible dans notre pays, mais de plus en plus elle se fait ici. Il y a un centre au niveau de la caisse, pour ne pas la nommer, où on peut faire ce type de geste. D'accord. Quelle est la tranche d'âge de cette maladie? Attaque la jeunesse, la vieillesse ou... Au début, c'est des sujets un peu âgés. Après la cinquantaine, ce sont les personnes les plus touchées. Mais vous savez, de plus en plus, les gens fument très tôt. Il y a des gens qui consomment des substances illicites. Donc il y a de plus en plus de jeunes qui font... On a réalisé un travail il y a quelques années. C'était ce type de crise chez les sujets de moins de 50 ans. On a trouvé qu'il y avait 19% de sujets qui venaient, qui avaient moins de 50 ans. On avait trouvé qu'il y avait 22% de femmes. Donc ça peut atteindre tout le monde, et c'est surtout les sujets après 50 ans qui sont les plus touchés. D'accord. Quels sont les moyens de prévention de cette maladie? Il faut prévenir les facteurs qui favorisent. Donc traiter correctement l'hypertension artérielle, traiter correctement le diabète, l'excès de cholestérol, arrêter de fumer pour ceux qui fument, perdre du poids pour ceux qui ont un excès de poids, avoir une activité physique régulière, en fait vivre sainement et manger également, avoir une alimentation riche et équilibrée. D'accord. Quand on est atteint de cette maladie, on peut gêner ou ça ne va pas impacter la santé? Ça dépend, comme je dis, parce qu'en fait le jeûne c'est la prise de médicaments. Si vous avez un traitement pour lequel il faut prendre des médicaments matin, midi et soir, il va sentir que vous ne pouvez pas jeûner, parce qu'il faut les prendre. Et ceux qui font qui dérogent à cette règle-là, qui disent non, moi je tiens à faire le ramadan, c'est sûr qu'ils risquent d'avoir des complications pendant cette période-là. Sinon, si on le prend, si vous avez des médicaments à prendre matin et soir, vous les prenez, ça va être comme tout autre sujet qui fait le ramadan, il n'y aura pas de conséquences. D'accord. Est-ce qu'il y a des statistiques chez nous qui parlent de cette maladie? Oui, bien sûr. Des statistiques, quand le service de cardiologie a été ouvert au début des années 80, c'était moins de 1% de personnes qui venaient, qui avaient ce problème de crise cardiaque. On a réalisé une étude au début des années 90, on a trouvé qu'on était déjà à 4%. Et les statistiques de 2024, on est à 17%. Et ça, c'est ceux qui viennent à l'hôpital. Et assez souvent, on apprend qu'une personne qu'on avait vue la veille
elle ne s'est pas réveillée. Hein? On dit souvent il a fait une crise car il a fait ceci, donc c'est sûr que il y a beaucoup de personnes qui meurent avant d'arriver à l'hôpital. De sorte que le message à faire passer, c'est que quand quelqu'un a mal à la poitrine, quand quelqu'un a mal à l'estomac et que la prise des médicaments classiques, on prend tout ce qui est oméprazole, tout ce qui est pansement gastrique, ça ne va pas, il faut amener cette personne à l'hôpital. D'autant plus que cette personne a un certain âge, la personne a de l'hypertension, a du diabète, a un excès de poids, il faut l'amener à l'hôpital pour ne pas passer à côté de cette maladie. Je dis que non traitée rapidement, elle aboutit à l'arrêt cardiaque. Parce que ces dernières années, on constate qu'il y a eu trop de morts, mais par crise cardiaque. Oui. On ne sait pas... C'est-à-dire que, vous savez, quand quelqu'un meurt dans l'heure qui suit le début des symptômes, on parle de mort subite. Ça, c'est le terme qui sied. Maintenant, 90% des morts subites sont d'origine cardiovasculaire. De sorte que les gens ils prennent un raccourci et disent c'est une crise cardiaque. Il peut y avoir d'autres causes. D'accord. Et malheureusement, chez nous, comme on ne fait pas d'autopsie, sinon en faisant une autopsie, on aurait pu se rendre compte, mais c'est quand même... Ceci parce que les gens, ils négligent. Vous avez vu, vous êtes de la presse et c'est dommage. Vous avez des gens qui font des publicités pour dire qu'on peut guérir l'hypertension, qu'on guérit le diabète. Alors que même dans les pays les plus avancés, c'est un traitement à vie. C'est des maladies qui sont souvent asymptomatiques. Donc on peut vous dire, non, moi ma tension, quand elle monte, je me rends compte. Donc on abandonne son traitement. Non, ma glycémie, non, moi j'ai vu quelqu'un qui m'a donné tel médicament, je prends, j'ai plus besoin, je ne suis pas diabétique. De sorte que les gens, ils se négligent. Et ils développent des complications à bas bruit, parmi lesquelles cette crise cardiaque. Donc à partir du moment où vous avez certaines maladies, il faut suivre ce que les standards internationaux préconisent, un traitement à vie. D'accord, justement en parlant de ça, les tradipraticiens, il y en a qui font recours à ces médicaments. Quel conseil avez-vous à donner et qu'est-ce que vous demandez à l'État concernant cette situation? Des conseils, on ne nie pas que notre médecine traditionnelle a des vertus. Et le problème c'est que ce n'est pas codifié. Tout ce que nous savons, c'est que le centre de recherche des plantes médicinales de Dubreka, en collaboration avec les services de cardiologie, de neurologie et de néphrologie, donc a mis au point des médicaments. Ces médicaments, il y a un qui traite l'hypertension artérielle qu'on a appelé Guinex, comme Guinée, Guinex HTA, extrait de plante qui a été testé en Guinée et ailleurs et qui a prouvé son efficacité vis-à-vis de l'hypertension artérielle. Il se peut que des médicaments issus de notre pharmacopée traitent l'hypertension, mais ils ne peuvent pas guérir l'hypertension. Donc ce qu'on peut conseiller, c'est de se mettre à disposition, parce qu'en fait, ces produits qui ont été faits au centre de Dubreka, c'est sur la base d'enquêtes ethnobotaniques. On a demandé qu'est-ce que vous utilisez, on a vu parmi les propositions, en fait, ceux qui pouvaient faire baisser la pression artérielle. Donc ils se mettent à ta disposition pour qu'on essaie de valoriser notre flore. Mais sans études préalables, on ne peut pas conseiller à quelqu'un de prendre tel médicament, surtout pour guérir. On peut peut-être prendre pour faire baisser, mais il faut savoir que si vous décidez de le faire, il faut prendre tous les jours. C'est bon. Merci, professeur. Merci, M. Diallo. Sauf si vous avez d'autres conseils à donner aux populations. Voilà, je veux dire que les maladies cardiovasculaires sont en forte progression dans notre pays. Elles le sont parce que nous avons changé notre mode de vie et notre régime alimentaire. Vous prenez le village le plus reculé de notre pays, les gens ils mangent le riz importé. Alors qu'avant, on mangeait ce que nous produisions. Vous avez vu que les gens, de plus en plus avant, il fallait faire 500 mètres pour aller prendre le taxi. Maintenant, c'est devant votre porte que le taxi-motard vient vous prendre et vous ramène. Il n'y a pas d'exercice physique. Vous avez vu que on fume de plus en plus jeune. Vous avez vu que la consommation d'alcool, on est dans un pays certes musulman, mais elle devient galopante. Vous avez vu que nous sommes tous stressés parce que nous voulons avoir tout et tout de suite. Donc tous ces facteurs font qu'on développe ces maladies chroniques-là qui font le lit de l'hypertension. Quand on a quelqu'un qui a un surpoids, c'est considéré comme un signe d'aisance.
Donc il faut qu'on essaie de revenir à des pratiques plus saines, que l'on mange ce que nous produisons, que l'on mange plus sainement. Et c'est avec ça qu'on pourra venir à bout de ces maladies-là cardiovasculaires. Sinon, c'est vraiment, ça va être la pandémie de ce siècle-là, avec toutes les conséquences qui en découlent. Donc on peut les prévenir en changeant notre mode de vie, en changeant nos habitudes alimentaires. Merci beaucoup. Merci.